Bonjour, nous sommes le vendredi 24 mai 2019 et aujourd'hui mon petit exposé s'appellera Place aux jeunes. Voilà, je vous avais expliqué que c'était avant-hier dans la fin de journée, il y a eu une grande discussion à la Maison des sciences de l'homme sud à Montpellier. Une grande discussion, 5 panélistes sur la question des effondrements. Alors, dans la dernière vidéo que j'ai faite, je vous avais fait part de ma légère irritation et de celle aussi de Magali, qui était la journaliste qui allait présider la séance, donner la parole à tout le monde, etc., faire les liaisons, contre le fait que ça s'appelait les effondrements. Et nous avons eu raison. Nous avons eu raison de comprendre que c'est dire les effondrements au lieu de l'effondrement. C'était une manière de diluer la question, de la relativiser. Nous avons même eu droit, parmi nos panélistes, il y avait même un négationniste du danger d'extinction. Il nous expliquait bien, dans une perspective connue, qu'il fallait d'abord que tous les Indiens, tous les Chinois arrivent au niveau de vie du nôtre, et à ce moment-là, parce qu'ils se sont bien battus comme nous, on pourrait reposer la question de savoir s'il faut faire quelque chose. Il n'a pas... Pour lui, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence. Il nous a dit quelque chose à la fin qui nous a tout à fait rassurés quand même. Il a dit le mouvement Extinction Rebellion, rébellion contre l'extinction, me terrifie. Ce qui m'a permis, moi, de conclure juste après lui en disant que moi, il me rassure. Et c'est de ça que je voudrais vous parler. Vous le savez, j'écris des livres, je fais des conférences. Et souvent, le souci, quand je fais des conférences, même quand c'est des conférences où il y a 500 personnes, même il y a des milliers de personnes, c'est, vous en doutez, vous le savez, c'est la moyenne d'âge. Bon, parfois on est un peu rassuré, mais en général, on a l'impression qu'un auteur ou qu'une autrice est suivi par les gens de son âge, et que voilà, quand j'avais 40 ans, il y avait des gens de 40 ans qui venaient m'écouter. Maintenant que j'en ai 70, c'est essentiellement des gens qui ont 70 ans qui viennent m'écouter. Et ça, je pourrais le regretter, sans savoir trop comment il faudrait faire pour résoudre la question. Mais je pourrais aussi me rassurer en pensant à un propos de Monsieur Max Planck, un propos très très cité. C'est peut-être pas vraiment lui qui a dit ça, je sais pas. J'ai pas de citation exacte de l'endroit où il l'aurait dit. Je vais chercher. J'ai l'impression qu'il y a qu'un jour j'ai cité ça avec l'endroit où il l'aurait dit, ou au moins où on aurait rapporté. C'est à propos, la question a été posée au moment où des gens comme Monsieur Kuhn, Thomas Kuhn, parlaient des changements de paradigme, que la science progressait par de grands changements de paradigme, comme le système héliocentrique qui remplace le système géocentrique. Tout à coup, on s'est dit, nous, on tourne tous autour du Soleil, au lieu de dire, on tourne tous autour de la Terre. Ça, c'est des grandes révolutions dans la pensée. Monsieur Michel Foucault utilisait un autre terme. Je ne sais pas s'il était très au courant des travaux de Kuhn, qui avaient paru quelques années auparavant. Il parlait d'épistémée. L'épistémée, voilà, c'est c'est des conceptions du monde du point de vue de la connaissance, de la recherche, de comment comprend-on le monde, dans quelle perspective. Et donc je reviens à Max Planck, le grand physicien, et il avait dit « Les gens ne changent pas d'avis, mais les générations se succèdent. C'est pas les vieux savants qui se convertissent au nouveau paradigme ou à la nouvelle épistémée, ce sont les jeunes qui viennent après eux et qui, eux, ont compris qu'il valait mieux regarder les choses d'une autre manière, et ils les remplacent. » Et c'est ça qui est rassurant, je dirais, d'une certaine manière. Il faut que je m'habitue à l'idée de ne pas couper les ponts avec les plus jeunes, parce que ça, ce serait vraiment une erreur, mais de ne pas m'inquiéter davantage du fait qu'ils ont l'air de faire les choses de leur côté. J'ai eu des maîtres qui se seraient formalisés, très formalisés, si on leur présentait une pétition qui semble recopiée dans leur livre et qu'on n'aurait même pas demandé de la signer, je pense à certains en particulier, ils auraient peut-être même appelé la police et parlé de plagiat.
Il faut être content de ça. Quand on me propose effectivement ces jours-ci des pétitions qui semblent recopier d'un livre que j'ai publié il y a 3 ans qui s'appelle Le dernier qui s'en va, éteint la lumière, euh, et qu'on n'a même pas pris la peine de me demander si ça m'intéressait de la signer, je pourrais me formaliser comme mes vieux maîtres. Mais je me dis au contraire, ça marche. Il y a 3 ans, tu n'étais pas sûr que ce type d'idée allait fonctionner. Maintenant, ça marche. Quand on me pose, voilà, dans des discussions comme ça, la question est-ce que les choses avancent, je dis oui, les choses avancent. Elles avancent, en particulier quand je pense à des interventions. Voilà, justement, il y a quelques années, où les gens, c'était Dominique Méda et moi, nous étions dans une réunion et on nous a carrément chahutés parce qu'on voulait parler du capitalisme, on voulait parler du cadre, et il y avait des gens dans la salle qui disaient non, 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 on ne veut pas entendre parler du cadre, on ne veut pas entendre parler du capitalisme, on veut parler que des solutions. Alors, moi, je me posais, c'est quoi les solutions? Les solutions, ce n'étaient que des choses de type individuel, faire de la transition au vélo, faire de la permaculture, faire pousser des choses sur son balcon, des choses de cet ordre-là. Des choses dont nous soulignons, Dominique Méda et moi, que on ne sait pas si ça prendra 200 ans, 2000 ans de faire une transition à partir de ça pour qu'on arrive à une taille significative. Faire pousser des courgettes chez soi. Il y a des tas de gens maintenant qui habitent dans des villes où c'est de fait pas possible. Ou alors, j'ai mentionné ça aussi quand je parlais d'une discussion avec un ami qui parlait à Liège, qui me dit j'aurais bien voulu, mais quand on analysait la terre dans mon jardin, on a vu que sur des dizaines de kilomètres carrés autour de la ville de Liège, en raison de son passé extraordinaire industriel et qui ne date pas d'hier, j'ai mon souvenir, ça commence au XVIIIe siècle, on ne peut pas produire autre chose que des courgettes empoisonnées dans son jardin qu'il vaut mieux pas manger. Donc, voilà où on en est. Quand ce monsieur négationniste qui participe à notre panel dit « moi ça me terrifie, Extinction Rebellion », je dis non, et j'avais préparé, enfin la salle savait, d'abord la salle savait en gros qui j'étais, elle n'a pas été étonnée des positions que j'ai développées. Elle n'a pas été surprise que je dise, comme je vous l'ai répété dans plusieurs vidéos récemment, que c'est plutôt la rue qui va obtenir quelque chose et qu'il faut faire très attention parce que les gens en face sont furieux, ils sont armés, et ils sont armés de manière dangereuse. Et comme toujours dans les situations où les gens s'affolent un peu parce qu'ils voient que le vent est en train de tourner, évidemment, ils ont recours à la force que leur donne le fait d'être à la tête de l'État qui a, comme vous le savez, le monopole de la violence. Dans beaucoup de cas, ça c'est bien utile et il vaut mieux que ce soit comme ça, mais dans les cas de période de transition, c'est très dangereux. Il faut faire très attention à ce qu'on fait quand on proteste par la désobéissance civile. La tentation existe pour le pouvoir d'utiliser tous les moyens et il n'y a pas simplement que des machins qui vous éborgnent. On le voit ces jours-ci, on peut vous appeler à la police et au ministère de l'Intérieur et vous dire que ce que vous dites est dangereux pour l'intérêt général. Secret défense. Si vous avez suivi un peu les aventures d'un certain monsieur Trump aux États-Unis, vous avez vu, il recourt plus trop à ça parce que ça n'a pas trop marché. Mais dès qu'il voulait prendre une décision et qu'il savait que ça passerait pas facilement dans son administration, il mettait le tampon secret défense dessus pour interdire aux gens de contester ces excellentes décisions. La tentation va exister. Je vous dis, il a un peu reculé par rapport à ça. Il est un peu dans les cordes en ce moment. Il est un peu sur la défensive. Mais il y a d'autres endroits où on va le faire. Pour le moment, les États-Unis, ils utilisent plutôt, et c'est révélateur, l'accusation d'espionnage. Vous avez vu, inculpation de Monsieur Assange sur 18 postes d'inculpation, espionnage. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que des gens comme ça dérangent, qu'on peut aussi dans nos pays, vous allez voir, ça va venir aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre mondiale qui est en train de se dessiner, je vous en parlais, je ne sais pas si c'était il y a 10 jours ou dans 15 jours. Il y a 15 jours,
Bien entendu, dès que vous serez un peu critique, on vous mettra assez facilement dans la catégorie des amis de nos ennemis et on pourra vous mettre à l'ombre ou pire encore pendant un certain temps. C'est pour ça, vous voyez, ma prudence à ne pas me manifester là où on m'invite éventuellement, mais où il serait trop facile de dire qu'il s'agit de manipulation par une puissance étrangère. Et si vous n'avez pas compris ce que je dis, je vais quand même souligner que dans le cas de monsieur Assange, il faut bien dire que ce monsieur que je vais défendre et que j'ai déjà défendu, vous le savez, en 2011, j'ai écrit un livre pour défendre monsieur Assange et à l'époque monsieur Manning, qui est devenu Chelsea Manning. Monsieur Assange, il faut quand même bien dire, n'a pas été prudent. Il n'a pas été prudent, comme je viens de dire qu'il faut l'être. Il a manifestement fait des choses main dans la main avec la Russie. On peut critiquer, il faut critiquer ce qui se passe dans nos pays, si c'est critiquable. Il ne faut pas se prêter aux manipulations venant de l'étranger qui provoquent de la dissension dans nos pays de manière délibérée, comme une manière, je dirais, de politique étrangère, à la limite entre la guerre ouverte et la diplomatie. Il faut éviter cela à tout prix. Il faut garder une position qu'on peut considérer comme étant neutre, objective, sage, etc. Ce que j'essaie de faire. Mais il faut savoir que les adversaires en face, eux, comme toujours, la fin veut les moyens, etc. Regardez en particulier, et ça j'en ai parlé à Montpellier, Madame Greta Thunberg, cette jeune militante, regardez la manière dont elle est attaquée à certains endroits. Elle est désignée comme l'ennemi numéro 1 par les grands milieux d'affaires. Regardez ce qu'a dit Monsieur Laurent Alexandre. Monsieur Laurent Alexandre, vous connaissez sans doute, c'est la personne qui a repris les propos du grand transhumaniste Aubrey de Grey, c'est-à-dire qu'il entre dans une salle en regardant autour de lui, en disant « il y a dans cette salle déjà des gens qui vivront 1000 ans ». Ça marche pour Monsieur Aubrey de Grey, il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas quelqu'un dans le monde francophone qui utilise la même tactique, la même stratégie. Mais quand Monsieur Laurent Alexandre dit Madame Greta Thunberg est une jeune fille malade que ses parents devraient garder à la maison, Monsieur Laurent Alexandre se met dans un camp bien particulier, qui n'est pas celui de nos amis, qui n'est pas celui de ceux qui veulent véritablement sauver le monde. Dire aux gens qu'on sera immortel, c'est une bonne idée. Mais les gens immortels, parce qu'on aura pu effectivement empêcher les effets du vieillissement, les gens immortels, mes chers amis, il faudra encore qu'ils respirent de l'air qui ne soit pas empoisonné. Il faudra encore qu'ils puissent boire de l'eau qui soit potable, tout immortel qu'il soit. Il faudra encore qu'ils puissent manger des aliments assimilables, n'est-ce pas? À moins qu'on les bricole entièrement, au pas qu'il n'y ait plus besoin d'oxygène dans l'air et qu'il n'y ait pas trop de gaz toxiques, au point qu'ils puissent boire de l'eau qui n'est pas potable, et qu'on puisse leur donner des pilules de type soleil vert. Je vous rappelle qu'en anglais, Soylent, qui était le vrai mot, c'est soy et land, c'est-à-dire du soja et des lentilles. Traduire ça en français, c'était quand même un petit raccourci assez facile, probablement de la part d'un traducteur qui n'avait pas vu que le mot Soylent c'est composé du mot pour soja et pour lentilles en anglais. Mais là, c'est mes petites digressions. Alors, est-ce que les parents de Monsieur Laurent Alexandre, quand ils ont vu sa mégalomanie, qui devait sans doute dater de sa jeunesse aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas blâmer les parents de Monsieur Laurent Alexandre de ne pas l'avoir gardé à la maison, en voyant ce que ça pouvait donner par la suite? Bon, je plaisante bien entendu. Mais voilà, c'est ça mon message. Place aux jeunes. Il faut pas qu'on leur mette des bâtons dans les roues. C'est leur monde à eux. Moi, je ne suis pas à battre ma coulpe en disant nous, on n'a rien fait. On a fait ce qu'on a pu. On n'a pas été très entendu. Quand on me pose la question, allez, je termine là-dessus. Quand on me pose la question, pourquoi est-ce qu'on vous écoutait pas dans la période avant 2008 quand vous annonciez la crise des subprimes? Eh bien, je veux dire, chers amis, si vous posez toujours la question, pour la même raison pour laquelle on ne m'a pas écouté après. On m'a juste écouté en 2009.
en disant voilà, ce monsieur c'est formidable, c'était un prophète qui avait vu des choses dans le mar de café. Alors on a eu l'amabilité de m'inviter ici ou là en disant mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, qu'est-ce qu'il aurait fallu pas faire, etc. Mais pour le reste ça fait absolument aucune différence. J'ai fait un article, je l'ai rédigé hier dans le train, qui paraît la semaine prochaine dans Trends Tendance. C'est à propos de titres que j'ai trouvé dans la presse financière ces semaines dernières. On relance des produits toxiques, financiers toxiques, etc. Pourquoi le fait-on? On prête de nouveau à des gens qui n'ont pas d'argent qui pourront pas rembourser. Pourquoi refait-on toutes les erreurs, etc., etc. Et là, j'ai expliqué les raisons. Les raisons, c'est la logique. C'est pas que les gens soient stupides, qu'ils n'ont pas de mémoire, que le problème soit un problème d'amnésie et qu'il faut donner des pilules contre l'amnésie. Non, c'est parce que la rationalité économique, elle n'a pas bougé. La rationalité économique, c'est toujours de piller le monde, et elle est toujours soutenue par les mêmes prix Nobel. Il y en a même eu une génération supplémentaire en 10 ans qui disent c'est comme ça qu'il faut faire. Mais je termine quand même mon papier, le papier qui paraîtra dans Trends Tendance la semaine passée, en disant la solution au problème qu'on pose maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas corrigé ce genre de choses. Je l'ai proposé dans le numéro du 26 ou du 27 septembre 2007. J'ai dit comment on pouvait empêcher que ça se recommence un jour. Est-ce que quelqu'un, et c'était pas n'importe où, c'était pas sur le blog que j'ai écrit ça, j'ai publié ça dans la revue Échange, qui est la revue en France des directeurs financiers, des entreprises et des contrôleurs de gestion. Bon, on peut, sur le blog, on peut dire oui, vous pissez dans un violon, mais là, non, c'était l'endroit où il fallait dire ça. Ça a été dit le 26 septembre 2007. Un an avant l'effondrement. Pourquoi il y a un défaut à l'intérieur de nos règles comptables qui encourage les gens à prendre du risque dans l'immédiat parce qu'ils n'en paieront pas les conséquences par la suite. 2007, ça nous fait, on est bientôt au 12e anniversaire. Je résume, la raison pour laquelle on ne m'a pas écouté avant 2008 quand j'expliquais ce qui allait se passer, c'est la même raison pour laquelle on ne m'a pas écouté depuis. Je suis en dehors, je suis mis dans une sorte de dissidence. Vous m'écoutez, les jeunes m'écoutent, ils lisent mes livres, il y en a même qui collaborent avec moi à écrire des articles ensemble. C'est à ce niveau-là que ça passe. Quand je suis invité dans une école de commerce, business school, c'est toujours par l'association des élèves, bien entendu, et pas par l'association des professeurs. J'ai pas le souvenir qu'il y ait eu, je parle souvent dans les écoles de commerce, mais j'ai pas le souvenir que ce soit jamais à l'invitation des professeurs. C'est comme ça. Le monde maintenant, il n'est pas entre les mains, il est toujours de fait entre les mains de gens qui ont 70 ans. Je voyais voilà, l'électorat, les membres du Parti conservateur en Angleterre. S'il y a bien une chose qui est en train de s'effondrer en ce moment, c'est bien le Parti conservateur en Angleterre. Les membres, plus de la moitié je crois que c'est plus de la moitié à plus de 55 ans. Et un bon tiers, et surtout ceux qui vont prendre des décisions, ont 70 ans. C'est pas eux qui vont décider de l'avenir du monde. Ils vont le faire dans l'immédiat, ils vont provoquer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arriver à provoquer l'effondrement plus rapidement, et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Si on est observateur objectif ce qui est en train de passer, ils sont en train d'organiser l'effondrement de ce pays malheureux, parce qu'il est vraiment malheureux maintenant, il va vraiment à la catastrophe. C'est encore pire qu'aux États-Unis. Les États-Unis, vous le voyez bien, ils vont dans la paralysie. Bon, la paralysie, il y a un président qui est un ignare, quelqu'un qui va aux réunions sans se préparer, comme vient de le dire hier ou avant-hier son ancien ministre des Affaires étrangères. Il va discuter avec Poutine et il ne sait pas ce qu'il y a dans les dossiers et il improvise, et quand il sort de la réunion, il dit bah oui, mais moi, vous savez bien, moi je fonctionne à l'intuition, je vois tout de suite si quelqu'un est de bonne foi ou il ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il ne sait pas de quoi on parle. Et en face de lui, il y a maintenant une majorité au Congrès, c'est-à-dire au Parlement, qui essaye de le déboulonner. Il y a encore quelques gens au Parti démocrate qui se demandent si c'est une bonne idée de lancer la procédure d'impeachment.
Il y a dans le dossier qui permettrait la procédure de destitution de M. Trump, il y a, grâce à la commission Mueller et grâce aux tous les autres procès qui ont été lancés, toutes les autres procédures qui ont été lancées dans le sillage de la commission Mueller, il y a de quoi avoir un dossier qui est de l'ordre de 50 à 100 fois plus gros que celui du Watergate. Ce pays, donc, parce qu'il est divisé, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui aiment le populisme de M. Trump et allez-vous faire foutre, qui est sa politique générale, on va être plutôt dans une politique, je dirais, on va se trouver dans des situations de blocage. On n'est pas encore aux États-Unis dans l'effondrement qu'on observe au Royaume-Uni, mais ça ne saurait tarder. Alors je vous ai parlé en passant, j'ai fait quelques allusions à des pays plus proches encore de nous, mais voilà où on en est. Place aux jeunes, ils peuvent compter sur moi, mais je ne vais pas non plus venir sans arrêt les ennuyer en allant dans leurs pieds. Je suis à la disposition, j'ai écrit déjà un certain nombre de choses, je peux encore aller parler. Mais malheureusement, ce sont surtout les vieux comme vous qui me regardez en ce moment qui m'écoutent. Il faut s'en faire une raison, être à leur disposition, se mettre à leur service. C'est eux qui vont sauver la planète, oui ou non. Voilà, au revoir, à bientôt.